Bonjour, rebonjour, et puis merci au docteur Anack pour sa parfaite organisation de la session, son anticipation. Alors donc je vais vous parler moi plus particulièrement de la motivation aux soins, en commençant par le cycle de Prochaska comme illustration. Alors c'était une illustration volontairement provocatrice, mais on a eu une longue discussion avec le docteur Anack. Il m'est arrivé il y a quelque temps une rencontre avec des collègues dans le sud de la France, à Montpellier, qui utilisaient très régulièrement le cycle de Prochaska pour évaluer la motivation, l'état motivationnel et la propension au changement de leurs patients, avec la représentation que ça allait avoir un impact forcément sur la manière dont ils allaient échanger avec ces patients et donc travailler d'un point de vue motivationnel avec ces patients, mais aussi que ça allait être illustratif du pronostic, à la fois en termes de consommation de substances et du pronostic fonctionnel de ces patients. Et depuis un petit moment, alors je ne suis pas spécialiste de ces sujets, le professeur Jean-Bernard Despennes à Lausanne communique beaucoup là-dessus, il a une connaissance encyclopédique sur l'entretien motivationnel, mais depuis une dizaine d'années, un certain nombre d'études montrent que l'état motivationnel, donc l'évaluation de la readiness to change, donc en gros l'état du cycle de Prochaska où on est, a certes un intérêt d'évaluation clinique parce qu'il permet de catégoriser l'état motivationnel du sujet et forcément la manière dont on va interagir avec lui et les accroches motivationnelles qu'on va pouvoir repérer dans son discours et travailler avec lui. Mais par contre, il faut sortir de l'idée, et tant mieux parce que c'est beaucoup moins stigmatisant à mon sens pour les patients, il faut sortir de l'idée que l'état motivationnel d'un patient à un temps T va être prédictif de sa capacité à arrêter ou à réduire sa consommation de substances. Ce n'est pas vrai, un très grand nombre d'études l'ont montré. L'état motivationnel d'un patient évalué à un temps T n'a pas du tout de valeur pronostique. Donc c'est quelque chose qui, à mon avis, est important. Ça ne met pas du tout à la poubelle l'utilisation du cycle de Prochaska, mais ça veut dire qu'en fait, quand on évalue un patient et sa capacité ou sa motivation à changer un comportement à un moment donné, en fait, on ne sait pas du tout ce qui va se passer dans les semaines, dans les mois qui viennent. Quelqu'un qui paraît très motivé va pouvoir avoir beaucoup de mal à arrêter ou réduire sa consommation de substances ou ses comportements addictifs, et inversement, quelqu'un qui ne paraît pas du tout motivé va pouvoir avoir une évolution rapide et favorable. Donc c'est tant mieux parce que ça illustre la diversité clinique et le fait qu'on ne maîtrise pas tous les paramètres quand on évalue les patients, mais on le sait déjà quand on est clinicien. Donc Jean-Bernard Despennes, que je paraphraserai de manière un peu provocante dans un édito d'Addiction il y a quelques années, disait « Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'évaluer la motivation à changer ? Puisque si ça n'a pas de rôle pronostique, de valeur pronostique, est-ce que c'est vraiment nécessaire ?» Il rappelait aussi d'autres données de la littérature qui montraient que le problème des échelles de motivation, peut-être certains d'entre vous utilisent des échelles comme la Socrates, qui est une échelle développée pour l'alcool, qui a été validée dans d'autres substances, qui n'existe pas pour les comportements addictifs hors substance, mais c'est l'échelle de motivation la plus connue. Le problème de la Socrates, c'est qu'elle a une très faible fiabilité test-retest. Donc si vous faites une Socrates le mardi et une Socrates le jeudi, ce n'est pas le même score. Donc on voit bien qu'il y a une fluctuation très importante de la motivation des patients. Souvent, l'analogie qu'on peut prendre pour la population non clinique, c'est, je pense que beaucoup d'entre vous, d'entre nous, avons essayé de faire, avec plus ou moins de succès, des régimes alimentaires. Et le matin, quand on se lève, on est très motivé pour faire attention à son alimentation. Mais le midi, quand il y a une bonne tarte à la fraise au repas de famille, on est moins motivé. Donc vous voyez, ça illustre de manière anecdotique que la motivation, c'est quelque chose de fluctuant, c'est multifactoriel. Et donc chez un même individu, il peut y avoir des fluctuations rapides et des fluctuations longues. Voilà, donc il faut décomposer la motivation dans des aspects contingents à l'immédiateté de nos situations de vie, au contexte dans lequel on est. Et puis, il y a des éléments de motivation qui sont beaucoup plus sur la longue durée et qui sont peut-être inhérents à des facteurs de personnalité, de comorbidité psychiatrique. Et c'est peut-être ceux-là qui peuvent être le mieux appréhendés par des recherches, notamment épidémiologiques ou cliniques, parce que les facteurs qui vont modifier la motivation sur du court terme sont beaucoup plus difficiles à évaluer d'un point de vue scientifique, vous en doutez. Alors en clinique, on s'intéresse aux particularités de chaque patient. Moi, je vais vous présenter une autre approche qui est évidemment complémentaire de l'approche individuelle. C'est plutôt une approche macro, une approche épidémiologique, qui essaie de retrouver des grandes catégories ou des grands éléments au sein des populations. Alors, sans doute vous connaissez
cette étude, très grande étude de l'OMS, parue dans le bulletin de l'OMS, qui est l'étude de Cohn, hein, et qui montrait que l'accès aux soins chez des gens qui avaient des pathologies psychiatriques variait en fonction de la pathologie psychiatrique, et qu'il était majeur chez des gens qui avaient un trouble d'usage de substances, en particulier un trouble d'usage d'alcool. Donc là, vous voyez, en Europe, je vais me limiter à l'Europe, 17%, 18% des gens avec schizophrénie, atteints de schizophrénie, n'ont pas accès aux soins au moment où ils ont les critères de schizophrénie. Je ne vais pas faire tous les diagnostics, mais vous voyez que pour donc les troubles d'usage d'alcool, c'est-à-dire abus, dépendance, puisqu'à l'époque c'était les critères DSM-4, eh bien, vous avez plus de 90% des gens qui ont des critères d'abus, dépendance à l'alcool, qui n'ont pas accès au moment où ils présentent ces critères à des soins spécialisés pour cette problématique. Alors ça soulève beaucoup de questions. Là, ce sont des chiffres très macro, hein, donc c'est des chiffres mondiaux, donc il y a tout un tas d'éléments derrière ces chiffres. Mais on pourrait supposer que, a priori, des pathologies comme les addictions, qui sont des pathologies certes invalidantes, mais qui ne sont pas considérées comme des maladies mentales à proprement parler, seraient celles pour lesquelles les sujets ont le meilleur insight, la meilleure capacité d'aperception qu'il y a un problème dans leur comportement, et donc du coup des réflexes plus importants de demande de soins et de recherche de soins. Et on s'aperçoit que c'est l'inverse, et que donc la très grande majorité des patients européens, et pas que européens, avec des problématiques d'addiction, n'ont pas recours à des soins comme ils devraient l'avoir. Alors comment est-ce qu'on peut approcher ça? Encore une fois, avec le quart d'heure, les 20 minutes, ça va pas pouvoir donner des réponses extrêmement précises, mais juste brosser un certain nombre d'éléments, et puis on pourra discuter à travers les questions. Mais de la même façon qu'on a, et ça a été évoqué ce matin, une approche maintenant biopsychosociale de ces problématiques addictives, qui est très salutaire parce qu'elle permet de sortir d'une représentation soit tout biologique, soit tout sociale de la problématique des addictions, qui est à mon avis dans les deux cas trop simpliste. On peut aussi se dire qu'on peut avoir une approche biopsychosociale de ce qu'est la demande de soins et la motivation pour avoir accès aux soins, et que peut-être il y a des éléments qui sont plutôt de l'ordre biologique chez certains patients, plutôt de l'ordre social, plutôt de l'ordre psychologique chez d'autres patients, ou un mélange des trois la plupart du temps. Alors quelques illustrations là-dessus. D'abord, quand on parle de la sévérité des troubles, est-ce que intuitivement, pour les cliniciens, probablement il y a beaucoup de cliniciens dans la salle, intuitivement on pourrait se dire plus les troubles sont sévères et moins on a recours aux soins, parce que la sévérité des troubles empêche spontanément le sujet d'avoir recours aux soins. On pourrait faire cette hypothèse a priori. Et bien en fait c'est plutôt l'inverse, hein, c'est-à-dire que généralement plus il y a de comorbidité et plus les troubles sont sévères, plus les sujets, les patients vont avoir une demande de soins. Alors pour tout un tas de raisons, ici vous avez une étude de collègues néerlandais, qui est une étude que je trouve très intéressante, dans laquelle ils ont montré quels étaient les facteurs d'accès aux soins pour une alcoolodépendance, un trouble d'usage d'alcool, c'est pas moi. Et donc vous voyez que dans ce tableau qui est très compliqué, ils ont évalué quels étaient les facteurs d'accès aux soins en fonction d'éléments sociodémographiques ou de caractéristiques du trouble d'usage d'alcool. Et ils ont séparé en trois groupes les patients qui, sur une période donnée, avaient eu un accès à des soins généraux, donc plutôt somatiques, en médecine générale, à des soins spécialisés de l'addiction, et ceux qui n'avaient eu accès à aucun soin, puisque c'était des gens qui étaient suivis dans le cadre d'une recherche, et donc on pouvait mesurer leur consommation de soins tout au long de la recherche. Alors je suis désolé, j'ai pas mis de... Je ne sais pas si j'ai un petit marqueur. Je vais essayer de trouver un laser. Est-ce que j'ai un laser? Oui, il y a un laser. Super. Donc vous voyez, on va s'intéresser juste à cette case, à cette colonne pour cette présentation, hein, mais que, en gros, alors là, vous avez tout un tas d'éléments de caractéristiques sociodémographiques. Donc ici, c'est en bivarié, donc c'est pas ajusté, mais peu importe. Plus on a des facteurs d'isolement ou des facteurs péjoratifs sur le plan sociodémographique, et plus c'est associé avec un accès aux soins fort, d'accord, élevé. Probablement, c'est une interprétation, il y en a peut-être d'autres possibles, mais parce que les gens viennent chercher autre chose que des soins addictologiques, ils viennent chercher un accompagnement social, ils viennent chercher une présence, ils viennent chercher des rituels de vie qu'ils ont perdus du fait de leurs addictions
ou d'autres facteurs. Et je pense que ça correspond bien à la clinique, c'est-à-dire que par exemple chez les patients qui fréquentent ce qu'on appelle les hôpitaux de jour, je crois qu'il y avait une session sur les hôpitaux de jour, des structures de prise en charge plutôt intensives, on voit souvent des gens qui sont dans un isolement social assez important. Et c'est la même chose avec les comorbidités. Et ce que montraient Twitthoff et ses collègues, donc c'est l'équipe de Wim van den Brink et Ron de Graaf, c'est que plus le trouble d'usage était sévère et plus il y avait un accès aux soins important. Et donc leur hypothèse, c'est que les troubles d'usage d'alcool, là c'était que sur l'alcool, dits légers ou modérés, qui ont un faible impact fonctionnel, et spontanément les gens ne demandent pas des soins. Alors pour des raisons qui sont liées au fait qu'il peut y avoir plus de rémissions spontanées dans cette population, donc c'est très intéressant parce que ça illustre quelque chose de l'ordre du continuum entre la normalité et le pathologique dans les processus addictifs, mais je pense que ça ne choquera personne de parler de continuum. On ne devient pas, entre guillemets, excusez-moi l'expression, mais alcoolique comme ça un jour, au bout du 31e verre ou par semaine. C'est quelque chose qui est progressif et donc la notion de sévérité et la notion d'impact fonctionnel est quelque chose qui est aussi progressif et forcément la demande de soins, la demande d'aide qui est souvent protéiforme et qui émane de tout un tas de facteurs qui ne sont pas forcément directement toujours liés à l'alcool lui-même ou à la substance elle-même, c'est quelque chose aussi de progressif et donc on n'a pas la même demande d'aide quand on a peu de critères de sévérité ou quand on est très isolé et qu'il y a énormément d'impact du trouble addictif sur sa vie de tous les jours. Alors voilà une étude que j'avais pilotée à partir d'une très grosse base de données française qui s'appelle la SMPG, qui est une enquête en population générale, donc dans un échantillon représentatif de la population générale, sur 40 000 sujets français, qui a été coordonné, donc le recueil de données a été coordonné par le CCOMS de Lille, sur le CCOMS précarité, et donc dans cette base de données, en fait, on ne s'est pas intéressé au treatment gap, donc qui est l'écart de prise en charge immédiat à un temps donné chez des gens qui ont un trouble entre ceux qui ont des soins et ceux qui n'ont pas de soins, mais plutôt l'accès vie entière chez des gens qui ont un trouble mental, l'accès vie entière au moindre traitement au sens anglo-saxon, à la moindre prise en charge de services mentaux. Donc en fait, dans cette population, on leur a posé des questions sur est-ce qu'ils ont déjà eu une prescription de psychotropes, avec tout un tas de questions, parce que psychotropes, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Est-ce qu'ils ont déjà été hospitalisés en psychiatrie? Est-ce qu'ils ont déjà été hospitalisés en addictologie? Est-ce qu'ils ont déjà vu un psychiatre? Est-ce qu'ils ont déjà vu un psychologue? Et quand les sujets répondaient non à tout, on considérait que c'était des gens qui n'avaient jamais eu un usage de services de santé mentale. Et donc, en fonction du diagnostic qu'ils avaient, on regardait ce facteur d'accès antérieur à des soins, d'accès vie entière à des soins spécialisés. Donc, ici, vous avez dans l'ensemble de la population, donc les 39 000 sujets, et vous voyez que, par exemple, chez des gens qui ont des troubles de l'humeur, alors on a poolé les diagnostics parce que sinon ça faisait trop de données, mais troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles d'usage d'alcool, troubles d'usage de substances et troubles psychotiques, vous voyez que chez des gens qui ont les troubles de l'humeur, on retrouvait, donc c'est les troubles de l'humeur actuels, on retrouvait que 35% d'entre eux n'avaient jamais eu une prescription de psychotropes, antidépresseurs, benzodiazépines, ni n'avaient jamais vu un psychologue, ni n'avaient jamais eu un psychiatre, ni n'avaient jamais été hospitalisés en psychiatrie. Et on retrouvait, avec des chiffres différents, mais ce n'était pas la même façon d'évaluer, on retrouvait les mêmes chiffres que Cohn dans le bulletin de l'OMS, c'est-à-dire qu'on retrouvait que les patients avec addiction, c'était les patients qui avaient vie entière eu le moins recours à des soins pour que ce soit des prescriptions de psychotropes ou d'autres types de prise en charge de santé mentale. Et donc, on retrouvait, je ne montre pas là le détail des données, mais on retrouvait exactement la même chose que ce que je vous ai montré avec Twitthoff, c'est-à-dire que les sujets qui n'avaient pas eu accès à des soins, c'était des sujets qui avaient des troubles de sévérité beaucoup moindres. Donc ça fait beaucoup réfléchir à ce genre de choses. Et ce qu'on retrouvait aussi en multivarié, c'est que plus un sujet, parce que c'est des sujets en population générale, avait de comorbidité, c'est-à-dire plus il avait troubles anxieux, troubles de l'humeur, addiction, etc., plus il avait eu recours à des soins antérieurement, ce qui est relativement logique. Et ça posera un certain nombre de questions que je traiterai en conclusion. Dernier point de cet aspect, c'est le rôle des médias. Comment est-ce que les médias peuvent, et le travail que nous, en tant que professionnels des addictions, on peut faire avec les médias, peut agir sur cette demande de soins. Et j'utiliserai un exemple qui a été très important en France, en Belgique on en a parlé aussi,
c'est l'exemple du baclofène. Alors, je ne vais pas revenir sur toutes les discussions autour du baclofène en France, parce que c'est une très longue histoire, je n'aurai pas le temps de le faire ici, et puis ce n'est pas ça qui m'intéresse, mais comme vous le savez probablement, le baclofène a fait l'objet d'une médiatisation très intensive. Olivier Amezen et d'autres prosélytes du baclofène étaient très présents sur les médias dans les années 2010, 2012, 2014, et donc on parlait beaucoup du baclofène dans les médias, et on en parlait d'une manière particulière, on en parlait d'un traitement miraculeux, qui agissait très vite, qui agissait quasiment tout le temps. Et ce que je veux vous montrer, c'est qu'il y a eu un engouement très important d'une partie de la population pour le baclofène, et dans ces années-là, il y a eu une explosion des prescriptions de baclofène, que ce soit par des généralistes ou des spécialistes. Et donc ça, c'était en grande partie lié à l'effet médiatique. Et dans une petite étude qu'on a faite dans le Nord-Pas-de-Calais, à l'époque où j'étais dans le Nord-Pas-de-Calais, donc sur deux centres qui avaient des fils actifs spécifiques pour le baclofène. À l'époque, il n'y avait pas la RTU, donc la mesure particulière d'encadrement du baclofène. On avait une file active qui était bien encadrée parce qu'on voulait faire des prescriptions dans un cadre tout à fait organisé. Donc on savait quels patients venaient pour avoir du baclofène, et c'était toujours des demandes de la part des patients d'avoir accès au baclofène. Et donc on a pris dans les deux centres notre file active ou nos deux files actives baclofène, et on les a comparés, on a comparé les patients avec les files actives classiques, et on a comparé donc un certain nombre d'éléments. Donc ici, vous avez, donc AWAC, c'est la consommation d'alcool moyenne par semaine. Donc globalement, on retrouvait que les patients qui demandaient du baclofène avaient une consommation légèrement supérieure à ceux qui n'avaient pas de demande particulière vis-à-vis du baclofène. Les patients demandaient donc du baclofène dans un objectif de réduction de la consommation de manière 15 fois plus fréquente que ceux qui venaient en consultation sans demander du baclofène. Donc ils avaient une demande qui était très spécifique sur la réduction de consommation. Et je parle des médias parce que c'est ça que vendaient les médias, c'est que avec le baclofène, vous pouvez contrôler votre consommation. Et la donnée la plus intéressante, en tout cas pour aujourd'hui, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y avait quasiment 9 fois plus de patients qui n'avaient antérieurement jamais eu accès à des soins addictologiques. Donc on avait une grande partie de cette population en demande de baclofène qui étaient des patients naïfs de prise en charge addictologique. Et donc cette étude montre une chose, c'est que cette histoire du baclofène, avec tout ce qu'on peut dire de positif ou de négatif sur cette histoire très française, a eu quand même un intérêt, c'est qu'elle a montré à quel point, quand il y a un engouement dans les médias, pour le meilleur ou pour le pire, ça peut permettre d'attirer en soins des gens qui n'y avaient jamais été et qui présentent un trouble addictologique. Donc ça, c'est intéressant, et je pense qu'on ne réfléchit pas assez au message que la presse diffuse et qu'on peut faire diffuser via la presse pour les prises en charge addictologiques, mais peut-être il y aura des questions là-dessus. Dernier point sur cet article, ce qui était intéressant, c'est que les patients restaient en soins. On ne l'a pas montré dans l'article, c'était des données qu'on n'a pas montrées, mais elles étaient intéressantes. Ils restaient en soins à 12 mois, alors que beaucoup d'entre eux avaient arrêté le baclofène à 12 mois. D'accord ? Donc ils venaient au début pour du baclofène avec une demande de réduction de consommation, et beaucoup d'entre eux à 1 an n'avaient plus de baclofène, et d'ailleurs n'étaient plus toujours dans une demande de réduction de consommation. Donc, ma conclusion, la motivation aux soins, d'abord, elle ne prédit pas la réponse clinique. Donc, il faut sortir de l'idée, et on voit ça trop souvent encore dans les équipes, « Ah ben, ce patient, il n'est pas motivé ». Peut-être il n'est pas motivé, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne va pas avoir une évolution favorable avec la prise en charge qu'on va lui proposer. C'est quelque chose qui est très fluctuant dans le temps chez un même sujet, a fortiori entre les sujets eux-mêmes, que souvent des souffrances annexes, des facteurs de sévérité associés renforcent la demande de soins. Donc ça, c'est un message qui est très important, en particulier pour tout ce qu'on dit aujourd'hui sur la question des troubles duo-duel. Donc comorbidité alcool-dépression, comorbidité cannabis-psychose. Souvent, la demande est protéiforme, et donc il faut tenir compte de la demande du sujet qui n'est pas forcément la demande d'addiction. Et puis, il y a certainement une réflexion très importante et encore en friche de notre part dans le discours qu'on doit tenir aux médias et dans la manière dont on peut utiliser les médias pour faire passer un certain nombre de messages, notamment de déstigmatisation de ces personnes atteintes d'addiction. Voilà, je vous remercie.